séance un peu difficile pour vous. On avait terminé sur l'idée qu'aujourd'hui, les religions peuvent contribuer plus positivement au fonctionnement de l'espace public, notamment sur des thèmes nouveaux qui engagent des questions éthiques morales majeures. Et au fond, aujourd'hui, Jean-Marc va explorer cette voie-là de manière plus approfondie dans le cadre d'une conférence qui va porter au fond sur le défi de la sécularisation religieuse et en particulier sur la question de la manière dont on peut articuler les religions à l'espace public, c'est-à-dire au fonctionnement de la raison publique avec l'interrelation, avec la différence entre ces deux éléments qui sont les religions d'un côté et le langage propre à l'espace public de l'autre. Je te laisse la parole. Merci Bernard pour cette présentation utile. La conférence, l'exposé de cette séance sera peut-être un peu plus lourd que celui de la dernière. Et j'aimerais donc, par compassion religieuse, ou simplement vous indiquer les points principaux que je compte développer si j'arrive à tenir mon propos dans les temps futurs. Le premier point, qui est un peu systématique, un peu spéculatif, mais qui me semble très important, c'est de comprendre ce que c'est que l'état de droit démocratique, d'un point de vue très systématique encore une fois, qui est au fond le point de vue où cet état de droit démocratique met en tension deux grands pôles, que j'appelle par simplification les pôles de l'universel, c'est-à-dire les droits fondamentaux, la justice politique, et du commun, c'est-à-dire essentiellement la volonté collective et l'autonomie civique, c'est-à-dire la capacité qu'auraient les citoyens de maîtriser leur propre destin, d'agir sur leur société par autolégislation, c'est-à-dire être les auteurs des normes dont ils sont les destinataires. C'est donc conjoindre ces deux pôles de l'état de droit démocratique, comme l'expression l'indique, c'est-à-dire, pour le dire très vite, de l'état de droit et de la démocratie, donc des droits de l'homme, par exemple, et de la souveraineté populaire, ou encore de la justice politique et de l'autonomie civique. Pourquoi je parle de cette synthèse? Parce qu'elle est en risque d'ébranlement, pour ne pas dire d'éclatement, sous l'effet que nous connaissons de la mondialisation en particulier, et donc j'évoquerai l'ébranlement de la synthèse face aux défis actuels auxquels doit faire face l'Europe politique. C'est le deuxième point, après avoir présenté cette synthèse. Et en troisième lieu, je compte parler des moyens d'activer en quelque sorte le politique européen sur d'autres voies que les voies conventionnelles des constructions nationales et des intégrations nationales. Et donc je parlerai des ressources civilisationnelles et des enjeux des dialogues européens. Dialogue européen étant censé activer à la fois une culture publique commune et une mémoire historique partagée dans l'espace européen. C'était le troisième point. Puis, en quatrième lieu, j'aimerais parler des limites systématiques du libéralisme politique face aux nouvelles questions de société qui nous assaillent et qui touchent généralement à la question de la vie et aussi de la dignité humaine. En cinquième point, je soulèverai la question directement annoncée, n'est-ce pas, et appelée par Arnaud Leclerc, la question d'un espace dit post-séculier. Je fais ici référence à l'espace européen et au traité de Lisbonne, qui en appelle à une contribution des religions, l'implication, pourrait-on dire, des religions dans l'espace public européen. D'où cette question aussi qui se pose, qui est plus philosophique, en sixième point. Peut-on dépasser l'opposition de la raison et de la foi? Entre les deux, il semble qu'il y ait une cloison. Et cela est déplaçable. Donc c'est une question plus philosophique.
Septièmement, je parlerai donc à partir de là, plus concrètement de l'implication des religions dans le débat public. Et en dernier lieu, je développerai simplement cette implication en précisant ce que signifie, c'est la thèse, au fond. Le point de chute, c'est la thèse que j'aimerais défendre. Il importe que les religions d'Europe puissent, j'emploie des saints de beau, parler un peu comme un clin d'œil, puissent se convertir à ce que Kant appelait un usage public de la raison. Que veut dire usage public? Il y a souvent un malentendu à ce sujet. Puissent au fond s'acculturer à la raison publique. Voilà le petit programme. Et commençons donc par cette question de l'état de droit démocratique et la synthèse, qui me semble intéressante, sur laquelle compose en quelque sorte l'état de droit démocratique. Voyez-vous, dans la philosophie moderne et contemporaine, il me semble qu'il y a au fond trois conceptions qui s'affrontent en ce qui concerne le fondement normatif de la légitimité politique. Alors, pardonnez-moi, je vais être tellement concis, elliptique dans ma façon de présenter ces trois conceptions, par quelques mots seulement. Tout d'abord, une conception libérale. Une conception libérale de la justice politique, justice comme équité, pour reprendre l'expression rawlsienne, John Rawls. Une conception qui met en exergue l'égale liberté de l'ego sociétaire et leur jouissance des droits fondamentaux individuels au sein d'une société bien ordonnée, qui vend des expressions consacrées. Deuxièmement, concurremment, une conception que j'appellerais volontiers républicaine. Conception républicaine de l'autonomie civique. Vous voyez les deux pôles, n'est-ce pas? D'un côté, justice politique, ordre universel, conception libérale, de l'autre, autonomie civique, c'est-à-dire le pôle du commun, conception républicaine. Conception selon laquelle seule la volonté des citoyens assemblés, pensez à Jean-Jacques Rousseau, est politiquement législatrice et habilité à transformer le cadre normatif lui-même au sein duquel s'exerce la souveraineté populaire. Donc c'est une capacité absolue de la société d'agir sur elle-même, y compris sur le cadre d'exercice de la souveraineté. Et puis troisièmement, ce que l'on oublie parfois, et qui est important, qui justement est comme un refoulé, qui aujourd'hui on assiste à une sorte de retour du refoulé avec les réclamations communautariennes. Troisièmement, une conception dite communautarienne, souvent les interpellés, si je puis dire, ce que l'on nomme l'étiquette communautarien refuse cette étiquette, une conception que l'on dit communautarienne pour laquelle la véritable puissance normative revient aux convictions partagées par les membres d'une communauté politique en ce qui concerne les idéaux moraux qui sont constitutifs de leur identité collective. Donc c'est l'idée que ce qui compte, c'est qu'il y ait comme on dit, une communauté morale, c'est-à-dire des valeurs morales partagées qui font sens commun entre les ressortissants d'une même communauté politique. Voilà donc ces trois conceptions. Pardonnez-moi, je simplifie, libérale, républicaine, communautarienne, et je n'assimile pas républicain et communautarien. Je pense que dans l'histoire de la philosophie, singulièrement la philosophie politique, Hegel, donc la première moitié du XIXe siècle, et en particulier dans ses principes de la philosophie du droit, sous-titré Science de l'État en agrégé, dans
dans ces principes de la philosophie du droit, et que ce Hegel-là, celui des principes, peut être vu, dirais-je rétrospectivement, comme une tentative de concevoir l'unité de ces trois orientations, ce qui est difficile, l'unité de ces trois orientations dans une synthèse de ce que j'appellerais volontiers l'état politique. Et il s'agit d'une double synthèse. D'abord, une synthèse très simple, tout à fait élémentaire, conception développée surtout du côté des communautariens. C'est la synthèse de la communauté légale et de la communauté morale, afin qu'elle devienne une communauté politique. Communauté morale, je vous ai dit ce que cela recouvrait, c'est les valeurs partagées par les ressortissants d'une même nation, par exemple. La communauté légale, c'est l'ensemble des normes, en particulier bien sûr des normes juridiques, qui sont opposables à ces mêmes ressortissants. L'idée étant qu'il faut que la communauté légale, donc l'ensemble des normes juridiques opposables aux ressortissants d'un territoire déterminé, soit bien recoupée ou étayée par une communauté morale, c'est-à-dire par des valeurs partagées communes entre ces mêmes ressortissants. S'il n'y a pas ce recoupement dans la pensée communautarienne, il n'y a pas de synthèse, n'est-ce pas, de la communauté morale et de la communauté légale, c'est une communauté politique. Autrement dit, les ressortissants peuvent légitimement commencer à se poser de sérieuses questions sur l'existence de leur communauté politique. Il faut qu'il y ait une communauté politique, que la communauté légale soit donc très fortement et exhaustivement regroupée par une communauté morale. Vous voyez le problème qui se posé par rapport à l'Europe, à l'Union européenne. Deuxièmement, et c'est la synthèse qui m'intéresse bien davantage, que cette synthèse élémentaire et qui à mon avis est relativement désuète, déclassée en quelque sorte. Je dirais pourquoi, et je vais développer un peu les raisons de ce déclassement. C'est une synthèse beaucoup plus, personnellement, je trouve plus précieuse, synthèse de la justice politique, donc le pôle de l'universel et de l'autonomie civique, c'est-à-dire le pôle du commun, afin que les principes rationnels du droit puissent s'inscrire dans une culture publique. Donc je ne veux pas développer cela, je n'en ai pas le temps. Il y a plusieurs voies possibles, il y en a deux notamment dans l'histoire de la philosophie, deux voies de stratégie possibles d'inscription des principes du droit, de l'universel, dans le commun d'une culture publique, par exemple nationale. La plus connue des voies étant la voie kantienne, qui consiste justement dans une pratique et l'usage public de la raison, ce que Kant appelait Öffentlichkeit, c'est-à-dire la publicité, conçue comme une véritable pratique du philosophe à l'égard d'un public qui lit, disait-il, pour véhiculer, en quelque sorte, transmettre les idées nouvelles, les idées des Lumières, dans le contexte de l'époque. Il y a une autre voie, qui est une voie hegelienne, et qui consiste à considérer que les principes du droit rationnel doivent trouver un chêne, une interprétation à chaque fois différente dans des traditions nationales. Donc c'est un modèle herméneutique, n'est-ce pas, mais qui est différent, mais ça revient même, dans les deux cas, nous avons une sorte d'incarnation des principes universalistes du droit dans la culture publique. Cependant, la synthèse de l'État, qui est devenu donc en Europe État de droit démocratique, semble aujourd'hui en passe d'éclater. Et donc, je dirais que nous avons à considérer le syndrome qui trahit la mutation qui affecte la nature et la distribution du pouvoir et des contre-pouvoirs dans le monde globalisé. Le fait est pas que la société civile, et j'entends cela au sens de Hegel et de Marx, la société civile, c'est-à-dire les puissances de rationalisation qu'elle recèle, et notamment celle du marché, eh bien, elle s'est dénationalisée avant l'État. Et ce que Hegel redoutait, il était en visionnaire, n'est-ce pas, ce qu'il redoutait, et donc en vue, ce qui justifie d'ailleurs son orientation, son option pour l'instauration d'un bien corporatif,
ce qu'il redoutait étant vu, c'est-à-dire la subversion de la puissance publique par des intérêts privés. La subversion même des États par des marchés. Et donc du politique par l'économie. Ou si vous préférez, du principe civique par l'élément civil. Donc voyez-vous, c'est comme si la puissante synthèse hegélienne, sa théorie de l'État, synthèse au sens où, dans la construction hegélienne, ce qu'il appelle le système de la vie éthique, vous avez d'abord la famille, qui est au fond le lieu chaud, se forme chez des personnes, où le collectif compte plus que l'individuel, de la solidarité. L'individu se forme dans la famille, éduqué, sort, si je puis dire, dans la société civile, et là il exerce cette fois-ci sa liberté et sa responsabilité individuelle en montrant son intelligence stratégique. Il est seul. Donc vous avez un lieu, la famille de la solidarité, un lieu, la société civile, de la responsabilité ou de la liberté individuelle, mais cela ne suffit pas. Il faut l'unité des deux. C'est-à-dire, il faut que la liberté individuelle devienne positive, qu'elle ait des fins, et des fins qui correspondent à l'intérêt général, et qu'elle soit donc médiatisée, cette liberté individuelle, par la solidarité collective. Et ça, il n'y a que l'État, selon Hegel, qui puisse l'assurer. Donc c'est le lieu de la synthèse de l'État, n'est-ce pas? Après la famille, comme solidarité collective, après la société civile, liberté individuelle, l'État réalise l'unité. Unité synthétique et médiatisée. Ce n'est pas une unité simple, unité médiatique. Alors cette synthèse, je vous dis ça parce que je ne veux pas être abusif. Quand je parle de la synthèse hegélienne, il faut mieux expliquer un peu ce que c'est. Alors cette synthèse, une puissante synthèse hegélienne, c'est comme si, disais-je, elle avait laissé place, sous une forme dégradée, je dirais, aux membres disjoints, en disjecta membra de la liberté individuelle d'un côté, avec tout ce que l'on peut critiquer aujourd'hui sur l'individualisme possessif, etc., la raison instrumentale, etc., et de l'autre côté, la solidarité collective. Comme s'il n'y avait plus cette unité. Alors, pour citer le risque actuel auquel, en Europe, nos identités semblent exposées, je dirais que, voilà, quitte à dramatiser un peu, l'universel et le commun se dressent un contre l'autre. Ou encore, l'universel des droits de l'homme et de la légitimité procédurale se dresse face au commun de la volonté politique et de l'identité substantielle. La nation des plus temps menacée, dirais-je, de l'intérieur aujourd'hui par la lutte de classe, que directement mis en cause par un environnement extérieur. Et cet environnement extérieur, eh bien, il est marqué par un ensemble de phénomènes. Des phénomènes critiques pour l'unité politique que l'État est censé garantir. Ça, quand je parle d'ébranlement de la synthèse de l'État, c'est cela. Ces phénomènes critiques, nous les connaissons bien. Ils risquent d'ébranler la synthèse de l'État, de déclasser la synthèse de l'État. C'est d'abord la montée en puissance de groupes économiques, ce méta-pouvoir ailé, on parle de Ulrich Fay, qui ne connaît pas les frontières, qui sanctionne dans l'instant les éventuelles manipulations étatiques de taux d'intérêt, de ratio bancaire, de fiscalité dans la fiscalité nationale. On n'a plus la maîtrise des moyens de la politique économique au niveau national, ni monétaire, ni fiscal, ni budgétaire, etc., ni bancaire. Ou fortune. Donc il faut suivre. Deuxièmement, c'est aussi la constitution de pouvoirs non étatiques, tels que les ONG, insérés dans des réseaux transnationaux, qui forment un contre-pouvoir, qui les positionnent comme des acteurs de la vie politique internationale, de l'opinion publique mondiale en formation. À cet égard, on a pu parler aussi de l'universalisme parapolitique, qui concerne donc ces ONG, sur l'environnement, sur l'unité, etc. Et puis c'est encore la formation de grandes unités internationales qui fédèrent un ensemble d'États au sein d'organisations macro-régionales, comme par exemple l'ASEAN en Amérique
Or, en Asie du Sud-Est, ASEAN +3, toutefois, donc en Extrême-Orient, ça fait quelque chose d'énorme, on met la Chine. SAARC, c'est l'Asie du Sud, qui regroupe notamment l'Inde et le Pakistan, aussi bizarre que ça paraît. Mercosur le plus calme, c'est-à-dire là c'est toute l'Amérique du Sud, avec la communauté andine. CEMSA, en Afrique saharienne par exemple, ALENA, en Amérique du Nord, qui regroupe Mexique, États-Unis, Canada, puis il y en a d'autres, puis en Afrique centrale aussi, bien sûr, en ZERTA, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Puis bien sûr l'Union européenne. Et enfin, l'environnement, c'est ça, c'est structure de façon quasi-continentale, macro-régionale. Il devient de moins en moins pertinent, peut-être, ou il deviendra de moins en moins pertinent de parler en termes de relations internationales. Et puis c'est, au fond, si ce n'est pas la moindre des choses, l'intensification des flux migratoires, en particulier les migrations de ce qu'on appelle les deuxième et troisième mondes, vers le premier. Alors le premier monde, vous comprenez, c'est le monde qui est développé économiquement, qui est bien stabilisé politiquement. Le deuxième monde, c'est souvent un monde qui est issu de la décolonisation, très attaché à sa souveraineté, et qui est souvent organisé sous des États autoritaires. Et puis le troisième monde, c'est un monde complètement destructeur, économiquement et politiquement. Alors ces populations du deuxième et du troisième monde migrent vers le premier. Et donc, consécutivement, internalisation de la pluralité ethnique, culturelle, religieuse dans les sociétés d'Europe. En 2007, approximativement, les chiffres sont longs à venir, 7%, non, excusez-moi, 3% de la population mondiale est constituée de migrants. C'est-à-dire près de 200 millions de personnes sont migrants. Et cela explique que la tension naissante autour de la question des frontières porte sur leur degré de perméabilité. Les grandes questions, surtout qui agitent l'Europe, la question de qu'est-ce que c'est que les frontières aujourd'hui de l'Union européenne? Est-ce que ce sont des barrières? Est-ce que ce sont des charniers? Alors ces phénomènes tendent naturellement à radicaliser, voire à exacerber la disjonction des deux pôles de l'état de droit démocratique, le pôle des droits fondamentaux, assortis aux attentes de la liberté individuelle, et puis le pôle de la volonté politique qui renvoie aux exigences de l'unité communautaire. Et cela jusqu'au point où ces deux pôles non seulement pourraient plus se rencontrer, s'harmoniser dans la synthèse qui assurait la puissance de l'État, mais en viennent à franchement s'opposer. Il y a des vrais problèmes de tension. Récemment, dans la Confédération helvétique, le peuple suisse s'oppose à la construction de minares sur son territoire, dans les villes suisses, et les responsables politiques suisses ont très peur de se faire taper sur les doigts par la Cour européenne qui défend les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Vous voyez les deux pôles en tension. Un exemple un peu. Alors l'opposition idéologique éclate maintenant entre l'universalité juridique, l'universel des droits individuels et la communauté politique, le commun de la volonté collective, alors même que l'Europe moderne avait fait son possible pour les unir dans l'état de droit démocratique. Je voudrais faire cette petite parenthèse à propos de l'impact idéologique, de l'opposition idéologique. Qu'est-ce que je veux dire par idéologie? C'est dans la philosophie, dans la théorie politique elle-même, que cela fait écho, n'est-ce pas? Et notamment dans la philosophie politique, ou la dite philosophie politique française. Et notamment chez un de ces figures bien connues, qui est celle de Marcel Gauchet, quand il dit que sa thèse, au fond, à propos de l'Europe, en particulier l'Europe en symptôme par excellence, c'est l'idée d'une subversion du politique par le juridique, c'est-à-dire que les droits de l'homme tentent à dissoudre le politique. Alors vous voyez, ça veut dire, dans mon langage, que ce pôle de l'universel va se retourner contre le pôle du commun pour le dissoudre, en quelque sorte, alors que la démocratie, avec donc l'idée de la démocratie contre
dirais même chez Cochet, c'est que donc la démocratie engendre en son sein les droits fondamentaux qui vont se retourner contre les politiques. Mais ce qu'il entend par le politique, ce n'est qu'un seul pôle, c'est-à-dire le pôle de la volonté collective, le corps, en quelque sorte, des citoyens rassemblés. Donc c'est, à mon avis, une vision partielle des choses et aussi restrictive du politique. Parce que le politique, c'est justement cette mise en tension par l'état de droit démocratique, cette conciliation des deux niveaux. Quand on parle de démocratie aujourd'hui, on pense aussi bien aux droits de l'homme qu'à la souveraineté populaire. Et pas plus à celle-ci qu'à cela. Alors, cela m'amène à parler, comme je vous l'avais annoncé, des défis de l'Union européenne, et je viendrai aussi au défi, bien sûr, de la question religieuse, la question des religions dans l'espace européen. Je vous ai ici, jusqu'à présent, développé, enfin brossé au trait, un arrière-plan de la problématique. L'arrière-plan sur lequel viennent se profiler de nouveaux défis, de nouveaux dilemmes, auxquels doit s'affronter l'Europe. Et j'en distingue trois grands défis, me semble-t-il, assortis d'ailleurs de dilemmes chaque fois, qui semblent particulièrement actuels. Alors, il y a, dirais-je, le défi de l'intégration politique d'abord, le défi de l'union de la gouvernance économique, là-dedans, et le défi de la sécularisation religieuse. J'aimerais évoquer ces trois-là, mais en développant le troisième point. Alors, quelques mots sur le défi de l'intégration politique, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que c'est très important, c'est l'un des plus importants défis, peut-être le plus important. Comment l'édification d'une Union européenne peut-elle à la fois protéger les synthèses politiques que représentent les États nationaux en son sein, les synthèses fragilisées par la mondialisation, et ce faisant éviter de se substituer à ces mêmes États en confisquant leur souveraineté à son profit. Ça se joue en ce moment. Et je me réjouis qu'un des grands gardiens de l'équilibre soit la Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe. Deuxième défi, le défi de l'union économique, de la gouvernance économique, évidemment très brûlant. Comment à la fois œuvrer dans le sens d'une adaptation de nos économies nationales aux impératifs de la compétitivité internationale, puisque, comme on dit depuis déjà bien longtemps, l'axe économique du monde se déplace vers l'océan Indien et l'océan Pacifique, et dégager une voie sociale originale. Donc c'est très beau la compétitivité, mais il ne faut pas que ce soit au détriment du standing social de l'Europe. Dégager donc une voie sociale originale, propre à prévenir l'amalgame, qui d'ailleurs tend à s'enquister aujourd'hui dans l'opinion, entre la construction européenne et la gouvernance mondiale néolibérale. On soupçonne l'Union européenne d'être une simple loi de transmission de ces grandes instances, FMI, G8, l'OMC, etc., de la gouvernance mondiale économique néolibérale, qui repose toujours sur les dogmes monétaristes. Et le troisième défi, c'est là que je vais développer cette fois-ci, mais je ne veux pas dire là que les deux premiers que je viens de citer soient mineurs ou moins importants que le troisième. Mais nous sommes ici pour parler plutôt de la question des religions dans l'espace européen, dans le défi de la sécularisation religieuse. Comment impliquer les religions, comme il en est question, depuis notamment le traité de Lisbonne, comment impliquer les religions dans l'espace politique européen sans porter atteinte à la neutralité du politique, et singulièrement de la raison publique. Alors j'aimerais, comme je vous l'ai dit, me concentrer sur le troisième défi, de la sécularisation religieuse. Les textes officiels, je reviendrai assez récents, appellent à une contribution positive des religions
au socle identitaire de l'Union. C'est l'expression consacrée. Et invite, le texte invite les confessions diverses à participer à égalité au dialogue civil européen. Alors voilà, une telle intégration, n'est-ce pas, des religions à l'espace public démocratique ou volontaire de l'Union européenne, eh bien, cela requiert de la part des religions, et c'est la thèse que j'aimerais développer tout au long de cet exposé, une conversion de leur discours. Il aurait en effet demandé, si l'on lit ou si on tire les implications de cette affaire, il aurait demandé de passer de l'usage privé à un usage public. Je dirais sans rougir de leur propre raison. Je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas d'une raison religieuse, comme on parle d'une raison juridique, scientifique ou philosophique. Alors, je reprends à Kant l'expression usage public de sa propre raison. C'est plutôt de la philosophie. Cette expression servait aux grands Aufklärers, aux grands philosophes des Lumières, aux plus orientales d'ailleurs aussi, pour caractériser la pratique des philosophes. Kant célébrait cette Öffentlichkeit, caractère public, publicité, on va dire, qui est la véritable méthode de l'Aufklärung, la méthode des Lumières, c'est la publicité, l'usage public de la raison. C'est comme ça que se diffusent les Lumières dans l'esprit de l'époque. Kant célébrait donc, disais-je, cette Öffentlichkeit pour faire valoir, entre autres, et c'est notamment un tout petit mais grand texte qui s'appelle Réponse à la question qu'est-ce que l'Aufklärung? Qu'est-ce que les Lumières? Où là, Kant argumente notamment en faveur de la liberté d'argumenter face au despote de Clément. Il veut convaincre le prince protestant de l'utilité pour lui de libérer la communication dans la société. Alors, dans ce contexte d'argumentation, pour libérer en quelque sorte la communication, droit le plus fondamental de tous, Kant, il faisait valoir entre autres que cette publicité favoriserait le progrès des Lumières, bien sûr. Ce serait utile donc à la puissance même de l'État. Parce que progrès des Lumières, ça veut dire progrès notamment des sciences, et donc de la puissance, de l'économie, de tout ça, mais aussi du droit, qui se rationalise, qui se moralise aussi, et puis de la culture en général, donc des sciences, comme je l'ai dit, mais il y a un petit passage où Kant mentionne et de la religion elle-même. Progrès de la religion. Les Lumières ont favorisé les progrès de la religion. Les religions s'y gagnent avec la publicité. Non pas, elles perdent, sous-entendu, à rester cantonnées dans une sphère privée. Alors cela suppose que la religion elle-même passe donc du style, je dirais, c'est là que j'appelle votre attention, ce n'était pas si évident à comprendre, passe d'un style, je dirais, légitimement dogmatique, de l'usage privé, c'est-à-dire vis-à-vis des adeptes. Je pense qu'il est légitime de utiliser un style dogmatique au sens où voilà ce qui est dit, quelles sont les paroles, Dieu dit que, tout à fait légitime dans l'usage privé. Mais on leur demande de passer de ce style légitimement dogmatique de l'usage privé à un style qu'on pourrait appeler critique, c'est-à-dire dans le terme de Popper, par exemple, grand philosophe des sciences, Karl Popper, fallibiliste, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée de ce qu'on peut se tromper, qu'on peut apprendre des autres. On est dans le dialogue, on n'est pas au-dessus. Donc, style fallibiliste. On demande aux religions, vous voyez, ça paraît énorme, de se convertir à un style qui est celui de la raison publique. Et raison publique est inséparable de raison critique dans nos sociétés démocratiques. Donc voilà.
on leur demande de se convertir ou de s'accommoder, en tout cas, à tout le moins, du style faillibiliste, d'un usage public. Et en ce sens, ce que j'aimerais appeler la révolution cosmopolitique, qui se joue sous nos yeux, et singulièrement en Europe, porte l'indication d'une relève. Peut-être, c'est la relève du principe de laïcité dans sa conception nationale républicaine, dont on commence à tester les limites. Nous en voyons des effets dans une espèce de dramatisation presque pathologique sur les questions, par exemple, du voile, des substances du signe extérieur, appartenance religieuse. La politique attend de la religion qu'elle offre ses propres lumières afin de contribuer à l'instruction, notamment l'instruction de problèmes éthiques de société particulièrement délicats. Là où il y va du sens de la vie et de la mort. Pensez aux soins palliatifs, aux questions d'euthanasie passive ou active, aux problèmes aussi, toutes sortes d'eugénisme, manipulation génétique. Et donc, là où il va, disais, du sens de la vie et de la mort, du rapport à soi, par exemple, a-t-on le droit de vendre ses propres organes corporels, et de la dignité humaine. Bref, les religions se doivent à présent appeler, pour autant qu'elles se veuillent en accord avec le projet européen, les religions se doivent appeler les religions d'Europe, donc les trois grandes religions abrahamiques, c'est-à-dire islam, judaïsme, christianisme. Ces trois religions se voient appeler à consentir à leur propre sécularisation, en un certain sens, en tout cas dans l'usage public. Ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent renoncer à leurs convictions. C'est le point important. La société, que l'on appelle parfois post-séculière, suggère une sorte de paradoxe, parce qu'elle repose sur, je dirais, une seconde sécularisation, celle des religions elles-mêmes, autant qu'elles se convertissent aux implications criticistes, faillibilistes, d'un usage public de leur propre raison. On pourrait parler de sécularisation après. Et on peut apercevoir le dilemme, j'ai parlé du défi, le dilemme que cela pose de la sécularisation religieuse, qui est très simple. Il concerne la structure d'un espace public européen en formation. Outre l'invitation faite aux religions de prendre part aux discussions préparatoires à l'élaboration de normes publiques, surtout pour les problèmes sensibles, ce que John Rawls appelait ces problèmes qui posent ce que John Rawls nommait difficultés de jugement, eh bien, c'est l'acceptation même d'une expression publique de la conviction religieuse qui peut faire question pour certains. Alors, est-ce que cela, cette expression publique de la conviction religieuse, est-ce que c'est compatible avec une conception séculière de nos espaces démocratiques, avec cette idée de la neutralité de la raison, neutralité confessionnelle? J'aimerais, pour instruire cette question délicate, faire un petit détour, comme je vous l'avais annoncé, sur un point nouveau qui concerne les ressources et les enjeux. Les ressources civilisationnelles sur lesquelles les dialogues européens pourraient faire fond. J'entends par là ce dialogue en tant qu'ils intègrent, idées ou impliquent les religions. Un élément de réponse à la question que je viens de poser sous forme de dilemme
résiderait dans la structuration du cadre, à l'intérieur duquel seraient appelés à se déployer différents dialogues européens. On peut différencier des dialogues européens, dialogue civil, dialogue social, aussi dialogue intercommunautaire ou interconfessionnel, très spécifique, dialogue culturel, dialogue scientifique, le dialogue même proprement politique, donc il faut élaborer ensemble une constitution, etc. On peut donc différencier, spécifier les dialogues européens, différentes telos, différentes directions, avec des normes spécifiques, des standards spécifiques. Alors on requiert pour cela, pour structurer ces dialogues européens, le cadre même dans lequel, au sein duquel serait, ou légal, au sein desquels seraient appelés à s'exercer, s'activer les dialogues européens. Pour cela, pour structurer ce cadre, j'insiste, le cadre, on requiert le principe libéral au sens de Rawls, le premier principe de Rawls, l'égale liberté, qui suppose beaucoup de choses. Ce qui a été annoncé dans les textes officiels de l'Union européenne, depuis notamment la tentative échouée du traité constitutionnel, c'est-à-dire ces valeurs de l'Union, dont notamment la tolérance, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle. Donc, cadre structuré par ce principe libéral d'égale liberté, cadre de dialogue, et qui suppose tolérance mutuelle et reconnaissance mutuelle. Et j'insiste, ce n'est pas ce principe libéral et les normes qui vont avec, les valeurs qui vont avec, etc. Ce n'est pas, j'insiste sur ce point, pour régler les contentieux difficiles, tout ce qui fait problème sur les fins de vie, etc., le génisme, sur l'adoption d'enfants, du couple homosexuel, tout ce que vous voulez de ce genre, qui touche la vie, la famille, toute cette sphère, n'est-ce pas, que les anciens Grecs ont remarqué, la nécessité de ce processus biologique. Il ne s'agit pas de régler ces problèmes par application directe des principes libéraux, pas du tout, ce serait impossible, catastrophique à mon avis. Donc, ces principes libéraux, et en particulier le premier, l'égale liberté des individus, n'est pas requis pour régler par voie d'application directe les nouveaux problèmes de société qui touchent à la vie, mais afin d'établir un cadre d'équité formelle dans la prise de parole publique des citoyens. C'est donc pour structurer en fait un droit de la communication qui n'est qu'embryonnaire, qui n'est pas du tout systématisé, qui reste complètement à faire aujourd'hui. Donc, je disais, ce cadre, il faut structurer un cadre d'équité formelle dans la prise de parole publique des citoyens en général, et parmi ces citoyens, de ceux qui s'estiment appelés à participer activement à des débats de ce genre, depuis la peine de mort jusqu'au clonage humain reproductif, en passant par le suicide, l'IVG, le séisme, l'euthanasie, etc. Tous ces problèmes qui, en gros, touchent à la vie. Et face auxquels le principe libéral du droit, la liberté négative par défaut, je l'avais évoqué la fois dernière, fais ce que tu veux du moment que l'exercice de ta liberté ne porte pas atteinte à celle de l'autrui, ce principe est totalement impuissant. Le principe fondamental, libéral du droit est impuissant face à ces nouveaux problèmes. Donc la structuration libérale d'un tel espace de démocratie participative, puisqu'on invite au dialogue, eh bien, elle s'adosserait à son tour aux ressources. Et j'en viens à ces ressources que représentent les trois principes majeurs. J'ai déjà développé cela, et je ne veux pas vous rebattre les oreilles avec ces trois principes, mais je me contente de les rappeler. Ces trois principes qui, à mes yeux, constituent le socle civilisationnel de l'Europe moderne, de l'aigle par excellence
de l'Europe historique à l'Europe politique, c'est-à-dire civilité au XVIe siècle, Erasme, l'égalité, le principe de la légalité, XVIIe siècle, Locke, publicité, XVIIIe siècle, Kant. Civilité, égalité, publicité. C'est le socle civilisationnel qui est formé par ces trois principes et qui avait été en quelque sorte élaboré sous l'égide du principe de souveraineté dans le cadre des États-nations. Mais aujourd'hui, ça s'éclate. Ce cadre éclate, on ne peut plus compter sur le principe de souveraineté pour activer toujours ces trois principes essentiels, civilité, égalité, publicité, à un niveau transnational, celui de l'espace européen. Voyez-vous le problème? La souveraineté n'est plus là pour unir dans une synthèse ces trois principes. Elle n'est plus, en quelque sorte, elle n'est plus à la hauteur de l'enjeu post-national. Alors, quelle est la valeur opératoire de la mobilisation de ces trois principes, civilité, légalité, publicité, pour l'Union européenne? Sans trop développer, c'est avant tout de favoriser la médiation, indispensable, à mon avis, d'une culture publique commune entre les nations membres. Vous voyez, vous avez des cultures nationales qui doivent être coiffées par un cadre politico-juridique commun. Et entre l'universalité de ce cadre politico-juridique commun et la singularité des identités nationales, culturelles, il faut une médiation, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut le lien de médiation que constituerait une culture publique commune. La culture publique commune au niveau européen, elle ne se décrète pas. Elle se forme, et elle se forme dans une praxis. Mais il faut mobiliser pour cela des ressources qui sont donc données dans ces trois principes: civilité, égalité, publicité. Pas seulement d'ailleurs cette médiation, culture publique commune, mais une autre médiation plus profonde, qui correspond à un approfondissement supplémentaire dans l'intégration européenne, c'est mémoire historique partagée. Le croisement des récits, comme disait Paul Ricoeur, est indispensable ici. Il faut que les mémoires nationales s'ouvrent les unes aux autres. Il y a eu des conflits, comme on sait, par exemple entre la France et l'Allemagne. Et le vécu de l'Allemagne et le vécu de la France ne sont pas du tout les mêmes par rapport à la Première Guerre mondiale, comme peut-être aussi par rapport à la Seconde, et surtout par rapport à la Première. Et donc il est temps que l'explication se fasse en ce qui concerne le vécu d'une même histoire, apparemment la même, la Première Guerre mondiale. Même mais les deux histoires, françaises et allemandes, sont bien différentes. Les mémoires doivent s'ouvrir les choses, ce qui implique une décentration qui permettrait l'élaboration progressive d'une mémoire historique partagée. La grande erreur, à mon avis, par exemple, du Conseil de l'Europe, traditionnellement, c'est de vouloir faire un livre d'histoire, par exemple franco-allemand, où on met sous le poisson tout ce qui fait conflit, tous les points de désaccord, et puis on ne garde que ce qui fait consensus entre la France et l'Allemagne. C'est un meilleur moyen de concerter, de oblitérer une véritable ouverture de cette forme de mémoire. C'est un contresens, facile à faire. En tout cas, on voit peut-être intuitivement pourquoi une telle médiation double, culture publique commune, mémoire historique partagée, implique l'ouverture d'un espace de dialogue européen décloisonné, qui suppose une confrontation, certes toujours civile, légale et publique, les trois principes, des perspectives porteuses d'intérêt et de conviction, et pourquoi pas aussi de passion. Quant à la place des religions de ce dialogue, elle suppose à la fois, comme je le disais, une conversion de l'usage privé vers un usage public de leur propre raison et une traduction de leur logos propre, logos religieux, dans une grammaire compatible avec celle du droit.
tout ce qui est destiné dans nos sociétés à arriver aux politiques doit passer par le droit, doit passer par le fil du droit. Sinon, c'est une voie de fait. La voie de droit est absolument obligée. Donc tous les inputs, d'où qu'ils viennent, la religion, n'importe quoi, doivent passer par le droit. Dans l'usage public, une raison religieuse, donc on sollicite les lumières pour instruire les problèmes sociétaux en besoin de régulation, eh bien l'attitude fanébéliste est de mise. D'un côté, l'Église doit s'acculturer au libéralisme politique, reconnaissance mutuelle, confiance mutuelle, bien sûr, égale liberté, etc., ainsi qu'au criticisme épistémique, c'est-à-dire accepter la réfutation, faire des contre-expériences, des contre-arguments, donner des preuves, donner au moins des arguments, autres que Dieu du cœur, dans un espace. C'est un argument de Hooker. Donc des vrais arguments recevables par tous, y compris les non-croyants, bien sûr. Et puis d'un autre côté, l'appel au dialogue civil, qui est lancé à la religion par les pouvoirs publics dans l'Union européenne, modifie la donne libérale. La transformation se fait des deux côtés. En tout cas, elle est impliquée des deux côtés. Aussi bien du côté de la raison publique libérale que du côté de la conviction religieuse. Ou sinon de la conviction religieuse, de l'expression religieuse de la conviction. La donne libérale, elle aussi, modifiée. Et on pourrait développer cela, mais la raison publique doit s'assouplir. Et elle doit même s'élargir à d'autres registres que le registre strictement argumentatif qui convient à l'esprit du droit. Alors c'est cette perlaboration, comme disait Freud, lorsqu'il parlait du travail réciproque qui se fait entre, dans les deux partenaires de la relation psychanalytique, mais là on ne parle pas de relation. En tout cas, cette perlaboration des deux sphères, jadis séparées, celle du politique et celle du religieux, ou en tout cas du temporel et du spirituel, c'est cette perlaboration qu'il nous faut comprendre. Alors, cette modification de la donne libérale, elle résulte d'une limite systématique, et c'est le point que j'avais aussi annoncé, une limite systématique à laquelle se heurterait la conception libérale du droit. J'avais évoqué cela à la fois dernière. On pourrait parler d'un concept classico-moderne qui touche à la formule philosophique fondamentale du droit. Nos sociétés, comme vous le savez, ne jouissent pas d'un socle homogène de conditions morales partagées. Elles ne peuvent faire front sur une unanimité non problématique, telle que les garantissaient naguère les religions traditionnelles, une unanimité fondamentale entre les gens. Non, ça n'existe plus dans nos sociétés. Ce fait individualiste, rend alors nécessaire la médiation du droit. C'est un point important. Pourquoi le droit dans les sociétés modernes? Et justement chez elles. Le droit entendu dans son concept moderne libéral, c'est-à-dire selon le principe d'une liberté négative, qui considère comme juste un système qui rend universellement compatible les libertés individuelles. C'est-à-dire de compatibilité universelle des libertés individuelles. C'est ça la formule, le principe fondamental libéral du droit moderne. Puisqu'en effet les individus ne peuvent s'accorder positivement entre eux sur des valeurs de vision du monde qui sont englobantes et qui correspondent à des conceptions particulières du bien, on considère alors qu'est juste, et je reprends la formule kantienne, est juste toute action qui peut, ou dont la maxime peut,
laisser coexister de l'arbitre de chacun avec la liberté de tout le monde, d'après une loi universelle. Donc c'est une définition qui est intéressante et qui trouve d'autres variantes chez lui, jusque chez Rawls. C'est ce qui explique que le philosophe ait pu ainsi dégager ce que Kant appelait le concept pur du droit. Le concept pur du droit. Selon une formule qui est véritablement prototypique, qui est valable pour toute société libérale au sens de John Rawls. Le droit se définit comme, encore une fois Kant, le concept de l'ensemble des conditions auxquelles l'arbitre de l'un peut être accordé à l'arbitre de l'autre, d'après une loi universelle de la liberté. Voyez-vous, c'est une meilleure définition que celle que je vous ai donnée tout à l'heure, qui concernait la justice politique. Là, le droit, le concept de l'ensemble des conditions auxquelles l'arbitre de l'un peut être accordé à l'arbitre de l'autre, d'après une loi universelle de liberté. Vous voyez, ça concerne les libertés, les relations extérieures entre les individus. Ce n'est pas le rapport intérieur à soi. Ce n'est pas la morale. C'est les relations extérieures entre les individus qui doivent s'accorder. Selon une loi universelle de la liberté, ça veut dire le principe de liberté négative. Agis comme tu l'entends du moment où il n'existe pas liberté de comprendre à cette politique. Alors, dans le contexte des sociétés modernes, qui sont libérales au sens de John Rawls, eh bien, le droit propose une formule de médiation. Une formule de médiation qui permet d'articuler les institutions publiques aux convictions privées, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, pas d'une façon traditionnelle simple. Sans toutefois pouvoir exprimer une unanimité de ces convictions. Il faut pouvoir articuler, disais-je, les institutions publiques aux convictions privées sans que ces dernières, sans que les institutions publiques, puissent et doivent exprimer une unanimité des convictions. Alors comment faire? Les convictions doivent donc se décentrer, c'est ça qui est demandé au modèle. Se porter à un niveau réflexif, une sorte de méta-niveau, un second degré, afin que tous les sociétaires, en dépit de leur divergence spontanée, par exemple, les mariages opposés, par exemple, tu comptes, tu cours, tu comptes, tu cours, etc. En dépit de leur divergence spontanée, chasse, fromage, etc. Toutes ces choses, ils peuvent aller ensemble. En dépit, disais-je, de leur divergence spontanée sur des questions éthiques substantielles. Ça, raison pour laquelle tout va, tout cela va ensemble. Parce que ces questions éthiques sont substantielles. Eh bien, en dépit de ce désaccord, ces divergences sur les questions éthiques substantielles, les sociétaires sont conviés à s'accorder entre eux, malgré tout, pour considérer que chacun peut agir comme il l'entend, du moment que l'exercice de sa liberté ne porte pas atteinte à celle des autres. Et c'est ça la formule fondamentale que j'appelle le principe de liberté négative par défaut. C'est le schéma classique du libéralisme politique. Il repose là-dessus. Un schéma que résument les expressions rawlsiennes: pluralisme raisonnable, consensus par recoupement. Et ce schéma a permis aux sociétés modernes de réaliser, je dirais très rapidement, une grande économie sur le politique. Ça veut dire, c'est-à-dire le politique entendu comme tous ces processus de concertation, de négociation qui seraient menés en vue de parvenir à des accords, à des ententes publiques. On économise tous ces processus en disant, bon, chacun fait ce qui lui plaît, du moment où ça ne porte pas atteinte à la liberté des autres. On n'a pas besoin de se mettre d'accord positivement sur des finalités à poursuivre collectivement. Nos sociétés ne sont plus perfectionnistes. Elles ne doivent plus réaliser ensemble un idéal moral. Le seul principe, c'est que chacun soit libre et que l'individu s'épanouisse librement comme il l'entend, suivant ses propres raisons et ses propres intérêts.
Alors c'est ça l'idée moderne. Mais aujourd'hui, est mise à rude épreuve cette formule propre aux sociétés modernes. Une formule donc de conciliation libérale qui renvoie à ce principe de liberté négative par défaut. Cette formule de l'accord des libertés, cette formule de liberté négative, elle se heurte à des limites systématiques lorsque notamment il faut pouvoir décider sur des questions qui touchent globalement à la vie et à la dignité humaine. Des questions montantes aujourd'hui et au progrès surtout de la biotechnologie, de la médecine et du sport. Une simple expérience de pensée suffit à montrer ces nouveaux problèmes éthiques des sociétés réclament un traitement juridique qui devra prendre position sur du contenu apprécié d'un point de vue moral. A-t-on le droit de faire commerce de ses propres organes? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Est-ce que la formule classique du droit pour répondre à cela? Non. Parce que ça ne porte atteinte à la liberté de personne. Et pourtant, c'est de l'inacceptable pour nous. Donc, à quoi fait-on appel? Si ce n'est à des points de vue moraux partagés. Et cela n'est pas libéral. Donc voilà, c'est le cas de cette nouvelle législation aujourd'hui qui touche au rapport, notamment au rapport au corps propre. Mais ça peut aller dans des choses plus bénignes, plus vénielles, comme la prostitution. Et cela n'est pas justifié, encore une fois, d'un point de vue libéral strict. Alors les limites systématiques, vous les voyez, du libéralisme politique, il serait pour ainsi dire, et c'est une thèse que je vous présente comme ça avec réserve et prudence, je vous présente cette thèse, c'est que le libéralisme politique serait pour ainsi dire victime de sa conception restrictive du politique et de l'État. Cette conception libérale du politique et de l'État, elle repose essentiellement sur la considération des conflits qui peuvent surgir dans la société et qui requièrent la médiation juridique qui admet une nécessaire limitation des libertés individuelles en vue de leur mise en compatibilité universelle. Il faut accorder toute la liberté entre elles. Donc il faut limiter ces libertés. C'est ça le point de vue. Et une telle vue des choses qui restreint l'État à une instance de gestion disciplinaire des passions et des intérêts, indépendamment de prise de position sur les fins morales, ça a pour implication directe que le principe de la liberté négative par défaut est érigé en norme politique fondamentale. Norme politique fondamentale du vivre ensemble. Vous voyez ce que ça donne? Évidemment, une structure atomisée. De façon corrélative, l'État est assigné théoriquement à une neutralité philosophique parfaite. On définit les circonstances générales, par exemple, une manifestation peut être non autorisée. Mais en principe, et c'est là que l'État libéral ne peut pas, en quelque sorte, rester, en quelque sorte, se conformer totalement et jusqu'au bout à ce principe déclaré, en principe, l'État ne doit pas choisir entre une manifestation pour la bonne cause, disons, pour le mouvement de Martin Luther King, et puis une manifestation néofasciste. On n'a pas à choisir du moment qu'on respecte l'ordre public. Mais en principe, il n'y a pas de jugement moral sur les fins apportées par l'État. Il y a des conditions dans lesquelles la manifestation est non autorisée, on ne porte pas des jugements moraux. Donc, c'est ça, cette conception restrictive dont je parlais. Et donc, positivement, pratiquement, la critique a été faite à Rawls, l'objection a été faite à John Rawls par Michael Sandel, pour ne pas le donner. Pratiquement, il arrive déjà, dans certains cas conflictuels, que l'État soit obligé de prendre parti
sur la valeur référentielle des fins promues dans l'exercice délibéré. Mais en principe, il ne doit pas le faire. Et à présent devient patent son engagement, pour ainsi dire, forcé, dans des problématiques qui mettent en cause la liberté positive. Quelle fin va-t-on poursuivre? Quelle fin peut-on réaliser ensemble? Et en général, il s'agit de la vie bonne, plutôt que de la société juste. Mais du fait que l'État libéral, au sens large, ne s'estime compétent que pour l'organisation de la liberté négative, eh bien, il fait appel aux religions. Il fait appel aux religions pour l'instruction de questions normatives à forte teneur positive, là où il y va de la vie bonne. Teneur éthique ou philosophique. Alors, l'actuelle situation, qui en appelle à dépasser le partage laïque entre une raison publique politique et une conviction privée religieuse, veut dépasser ce partage, raison publique politique, conviction privée religieuse, eh bien, l'actuelle situation est de ce point de vue le symptôme important d'une crise qui affecte la conception libérale du politique et de l'État. Vous voyez pourquoi je dis qu'il s'agit plus souvent de la vie bonne que de la société juste. C'est parce que lorsque vous avez affaire à des problèmes de ce genre, par exemple la vente de ces organes, on a le droit ou pas, on ne dit pas c'est juste ou c'est injuste. Là, c'est moi l'expression, on peut dire c'est dégueulasse, c'est pas, je ne sais pas. Mais les catégories qui nous viennent à l'esprit ne sont pas des catégories de la raison pratique, ce sont des catégories esthétiques. Et donc elles touchent à la vie bonne beaucoup plus qu'à la société juste. Ce ne sont plus des catégories du droit qui nous viennent à l'esprit. Quand on réagit, quand on dit « Ah, là, on est devant de l'inacceptable », c'est plus des catégories du juste. Donc ce n'est plus des catégories du droit.